Bonjour Patrick. Bonjour. Après Frenchman, tu poursuis le destin d'Alban en Amérique. Peux-tu d'abord nous parler de ce choix de placer le récit 7 ans après? Alors, si vous vous souvenez, à la fin de Frenchman, il y a deux protagonistes, notamment Toussaint Charbonneau et Alban, qui embarquent sur l'expédition Lewis et Clark. Cette fameuse expédition qui durera un peu plus de 2 ans, qui relie la ville de Saint-Louis, la petite ville de Saint-Louis, à l'océan Pacifique. C'était une grande découverte. Bon, ils rencontraient plein d'Indiens. J'aurais pu situer mon histoire là. Mais à lire beaucoup de livres autour de ça, notamment les fameux carnets des deux capitaines Lewis et Clark, ça a été un franc succès cette expédition. Un seul mort à déplorer d'une péritonite. Très bons accueils de la part des Indiens, donc je me suis dit je pourrais rien faire. Et donc j'ai pris le parti pris de continuer l'histoire 7 ans après. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des recherches préalables pour ce second tome, du coup, vu que c'est on peut dire un diptyque? Alors ce second tome, en fait, c'est parti. Au départ, je me suis dit, bon, c'est quand même dommage, tous mes personnages sont éclatés dans cette immensité d'Amérique du Nord, ce serait quand même bien, je m'étais attaché à eux, ce serait quand même bien qu'ils se retrouvent. Tout est parti de là. Donc après, il suffisait, voilà, je me suis penché sur le côté historique. On était juste avant ce qu'on a appelé la deuxième guerre d'indépendance des États-Unis, la guerre de 1812, quand le fameux chef Tecumseh lève des milliers de guerriers indiens pour repousser l'avancée des colons américains. Je me suis dit c'est parfait, c'est super, il y a une trame historique et en plus j'adore bon, c'est vrai que je suis passionné par ce côté historique de l'Amérique du Nord. Et voilà, donc j'avais des tonnes de possibilités de faire évoluer mes personnages dans ce contexte, sans parler que Louis était prisonnier des Pawnees et voilà, j'avais une occasion de les faire se retrouver, quoi. On sent dans l'album que la tension est palpable à tous les niveaux, aussi bien entre Anglais, Américains, mais aussi entre les tribus indiennes qui ne partagent pas forcément la même idée d'opposition à l'envahisseur, on va dire. Est-ce que tu peux nous parler de cette période qui est assez sensible de l'histoire américaine et notamment de ces conflits avec les Indiens? Oui, ça va être très dur d'être très simple parce que l'histoire d'Amérique du Nord, c'est toujours très compliqué. C'est toujours une question d'alliance, d'alliance entre tribus, d'alliance soit avec les Anglais, soit avec les Américains. Un petit peu avant, c'était soit avec les Anglais, les Français. Ça a toujours été des alliances, des désalliances. Donc oui, on a des tribus qui se font à cette époque qui se font la guerre, mais on a des tribus qui se font la guerre depuis des centaines d'années. C'est ancestral. Il y a des tribus qui ne peuvent pas se supporter, ce qui a aussi d'ailleurs contribué un petit peu à la fin des Indiens. S'ils avaient pu tous s'unir pour repousser un petit peu les Blancs, ça aurait été beaucoup plus simple pour eux, mais il y a toujours eu des luttes tribales. Après, en ce qui concerne le contexte, on est dans un contexte historique où les Américains ne supportent plus la présence anglaise au Canada, qui enrôle des Américains natifs anglais au départ, mais qui enrôle des Américains donc, dans la marine royale anglaise. Et c'est un jeune pays qui est surtaxé par les produits manufacturés anglais, et ainsi de suite, ainsi de suite. Les Américains ne supportent plus la présence anglaise, et d'où la guerre de 1812. On est dans ce contexte. Les Anglais sont alliés avec ou du moins les Indiens s'allient en grande majorité aux Anglais, parce qu'ils voient dans la présence américaine un rouleau compresseur qui les repousse de plus en plus à l'ouest. Voilà, c'est une espèce de micmac, sans faire de jeu de mots avec une tribu micmac indienne, mais voilà, on est dans ce contexte. C'est un peu compliqué, c'est pas facile de l'expliquer en 2 minutes. Et on voit dans l'album, donc tu présentes une troupe de miliciens. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle des miliciens? Ah, mais très très important le rôle des miliciens. Il faut savoir qu'en 1810, dans les années 1810, l'armée régulière américaine à peu près constituée de 2500 hommes, pas plus. Il y a 13 États. Et d'ailleurs, on retrouve à l'heure actuelle
le fait, alors donc, oui, pour en finir, et donc le but c'était d'armer la population. Ça ne coûtait rien à l'État, et la population était armée pour se défendre. C'est ce qu'on retrouve à l'heure actuelle. Tout découle de ça. Les Américains, les trois quarts, enfin pas les trois quarts, mais beaucoup d'Américains ont des armes chez eux. C'est ancestral, ça date de cette époque-là. Et alors, vous imaginez bien qu'avec 2500 hommes, on ne va pas affronter les Anglais. Hein. Donc voilà, on a soulevé des centaines et des centaines de miliciens, dont à une époque, dans les milices du Tennessee, il y avait un certain David Crockett qui avait 20 et quelques années. Voilà, tout se recoupe en fait. Hein. Le personnage de Tecumseh, il est assez complexe aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, tu en parles un petit peu en filigrane dans l'album? Oui, oui, si un jour, si la suite de Pawnee arrive, on en parlera plus. Mais ouais, Tecumseh, c'était un chef haut en couleur qui a su galvaniser les Indiens, les ressouder et faire une coalition de milliers de guerriers, ce qui a commencé vraiment à faire peur au gouvernement américain. À l'époque, c'était Madison, le président. Et donc voilà, c'est un chef avec son frère Tenskwatawa, c'est pas très facile à prononcer, qu'on appelait le prophète, qui avait eu une vision, lui, que les Indiens allaient repousser les Blancs. Et donc là, il y a eu quand même un sacré sursaut du peuple indien qui a duré peu de temps, parce que un an après, en 1812, sur le bord de la Thames rivière, Tecumseh meurt. Et là, voilà, plus de leaders et tout s'étiole, quoi. Beaucoup de tribus, parce qu'il faut nourrir leur famille, parce que repartent dans leurs tribus respectives. Et voilà, c'était vraiment un leader indien avec des belles pensées quand même. Ouais. Est-ce que l'idée c'est pour toi de faire débarquer Angèle en Amérique? Angèle qui est un personnage à la fois, elle est le lien entre Alban et Louis, elle apporte un regard nouveau, c'est un peu naïf, elle est forte et naïve à la fois. C'était essentiel de la faire intervenir, la faire débarquer en Amérique? Oui, parce que en fait elle c'est nous. Moi, j'aime bien à chaque fois avoir quelqu'un de complètement ingénu, complètement néophyte qui débarque quelque part. Dans dans Frenchman, l'ingénu, c'était Alban. Alban et Louis. On les suivait, on était comme eux, puisqu'on connaissait absolument rien. Le lecteur le suit comme s'il était parachuté dans cette immensité de plaines, de forêts. Bon. Dans Pawnee, Louis, ça fait 7 ans qu'il est là, il est prisonnier des Indiens, et Alban, il a fait l'expédition Lewis et Clark, donc il est revenu sacrément endurci et aguerri. Angèle, voilà. Angèle, elle débarque à Philadelphie, elle vient de sa Normandie natale, en 1811. Qu'est-ce qu'elle peut imaginer? Voilà, donc c'est une fille qui a du caractère, mais en même temps, dans ce contexte, elle est toute petite, quoi. Et c'est ce que j'aime bien, moi je me mets, si je devais ressembler à un des personnages de l'album, je serais Angèle, parce que je m'imagine en 1811 parachuté dans les vallées du Mississippi ou de l'Ohio, au milieu des Indiens en guerre, et je sais pas, j'aurais peut-être pas été très bien. Est-ce qu'on connaît un peu la présence française à l'époque en Amérique? Vers 1811, ils étaient encore présents? Ah, ils étaient présents, mais ils étaient au Canada, ils étaient dans le Bas-Canada, voilà. Ils étaient un petit peu entre deux chaises, quoi. Mais ils ont pas mal fait allégeance aux Anglais, même s'ils ne pouvaient pas tellement les voir non plus. Ils étaient quand même un peu du côté anglais à ce moment-là, alors qu'ils avaient été du côté américain quelques temps avant. C'est compliqué aussi, là. Mais là, on n'est plus dans le cœur du conflit. Là, c'est un petit peu en marge. Même si moi, j'ai un Français qui vient de Normandie, qui est un des personnages principaux. Tes planches atteignent toujours un côté d'une certaine poésie, de contemplation pour les paysages sauvages, d'un autre côté l'affrontement sanglant entre les belligérants. Est-ce que pour toi c'était essentiel d'arriver à un équilibre entre les deux? Ah oui, parce que oui, je trouve que en fait, quand je pense à une planche, je l'imagine par exemple en couleur avec une ambiance. Mais je trouve que des fois l'ambiance est renforcée quand on a l'impression
que quelque chose est très bucolique et que d'un seul coup il se passe quelque chose de très grave. Je trouve que ça renforce un petit peu ce côté dramatique. Voilà. Du coup, de la corde avec l'arbre, dans l'arbre. Voilà, des choses comme ça. Des choses comme ça, on n'est pas obligé. Des fois, on peut suggérer sans montrer forcément, et c'est peut-être des fois plus fort, je trouve. Voilà. Tu évoques des moments sensibles de l'histoire en gardant une part de romanesque, c'est aussi essentiel, ce côté-là. C'est très documenté, mais aussi il y a donc une forte part de romanesque. Ah oui, non, mais tout à fait, mais le but c'est quand même, moi je fais quand même de la bande dessinée pour raconter une histoire. De A à Z. Après, ce que j'aime, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Mais au départ, il faut quand même, le lecteur, lui, il a envie de lire une belle histoire. Il n'a pas du tout envie, il faut pas être trop didactique. Il s'est passé ça en telle année. Non, ça c'est vrai. Non, moi je suis pas un professeur d'histoire de l'Amérique du Nord, hein, pas du tout. Simplement, j'aime bien me documenter avant et après, je place mes personnages et mon drame dans ce contexte. Et dans Pawnee, et c'est également le cas dans Franchement, tu dois en avoir des destins d'hommes et de femmes ordinaires, placés dans un contexte qui les dépasse parfois. Ouais, ouais. Cette idée de scruter l'histoire à travers des destins de personnages comme ça, qui sont un peu ordinaires, ça te permet d'aller aussi plus loin, du coup, ça place le lecteur il s'identifie aussi dans ce... Tout à fait, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ça permet de s'identifier au personnage. C'est-à-dire, en 1811, un garçon de 20 ans qui part de sa Normandie, qui se retrouve en Amérique du Nord, ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être n'importe qui, quel jeune de 20 ans. À l'heure actuelle, c'était pas du tout. On n'était pas dans le côté touristique du trek et voilà, ça n'existait pas ça. Quelqu'un partait en Amérique du Nord, soit pour fuir une pauvreté en France qui était insupportable, soit parce qu'il y avait un rêve, il y avait quelque chose peut-être à faire là-bas. C'est des gens qui se sont retrouvés trappeurs, qui se sont retrouvés... Voilà, on n'était pas du tout dans le même contexte de voyage loisir qu'on a maintenant. Et j'aime bien justement traiter l'histoire par rapport à ces yeux au ras des pâquerettes, quoi. Voilà. J'ai pas du tout envie de traiter cette histoire sous l'angle, par exemple, du général William Henry Harrison qui a combattu Tecumseh, parce que je vais rentrer dans un truc, moi je vais pas m'identifier à un général, voilà, je m'identifierai beaucoup plus à Alban ou des gens comme ça. Tu travailles tes histoires en one-shot, les deux derniers, donc Franchement et Pawnee. Et pourtant il s'agit bien d'une série, est-ce que tu envisages de... Oui, mais pour toi, c'est un certain confort aussi, peut-être de... Oui, c'est un confort, oui. Oui, c'est un confort parce que j'ai toujours peur, c'est quand même un travail dans la galette, j'ai toujours peur de me lasser peut-être un jour de ce lieu, de cet environnement. Et j'ai pas envie que ça m'arrive alors que j'ai 1 ou 2 albums encore prévus pour cette suite. Donc ce que je fais, c'est que même si l'histoire se suit, c'est une suite, ce sont les mêmes personnages, on pourrait les lire séparément. Dans l'absolu, il vaut mieux lire Frenchman et ensuite Pawnee. Mais celui qui lit Pawnee va comprendre l'histoire. Et c'est ça que j'aime bien, ça me laisse une liberté totale. Et je ne suis pas tenu de faire absolument la suite tout de suite. Et voilà. Ça me laisse c'est un confort, c'est vraiment un confort. Et je pense que pour le lecteur aussi, lire quand même une histoire qui a un début et une fin, même s'il y a un pendant avec l'album précédent, bon, il y a un début, une fin. C'est voilà, je trouve que c'est... Tu prends le temps quand même de ton travail, tu te laisses du temps que les tomes sortent à 2 ans d'intervalle. Bah, c'est le côté, c'est-à-dire qu'entre le moment où je cherche l'histoire, que je cherche la documentation sur le côté vraiment historique de ces années que je veux traiter, et ensuite la réalisation du découpage, du dessin et de la couleur, oui, je prends à peu près 20 mois, ça me prend à peu près 20 mois. Ouais, ouais. Après, là, le temps que l'album sorte, il faut bien au moins 3-4 mois, donc voilà, on est à 2 ans. Mais oui, je peux pas faire à moins, il y a 74 pages de bande dessinée, en couleur directe, c'est un grand format, 36-51, donc c'est de l'aquarelle, ça me prend quand même pas mal de temps. Ouais. Et donc, on peut envisager une suite à Pawnee ? Oui, bien sûr, mais dans l'immédiat, je sais pas, mais oui. Voilà, après je ne veux pas en dire plus parce que l'album vient juste de sortir. Comme on dit, Carpe Diem, je vais profiter un petit peu de
ce moment. Et pour finir, peut-être la dernière question, les deux couvertures des albums se répondent un petit peu, c'était recherché? Recherché, je dis pas vraiment parce que comme elles avaient été faites à 2 ans d'écart, mais je voulais rester dans les mêmes teintes. Et c'est vrai que si on met Frenchman à gauche et côte à côte, on a un petit renvoi. Mais c'était surtout dans l'harmonie des couleurs. Je voulais qu'on ait vraiment cette sensation d'avoir déjà vu ça. Et voilà, il fallait jouer cette carte cette espèce de leitmotiv qui revient, la forêt, le vert. Voilà. C'était vraiment un parti pris. Je te remercie. Et ben c'est moi, merci.